Ok, on va reprendre. Donc là, Antoine nous a montré tout à l'heure ce qu'on pouvait faire avec CDI. Donc les mécanismes de base normaux CDI et les mécanismes d'extension. Moi, j'aimerais vous parler de JCA. Alors JCA, c'est une technique de connecteur, les connecteurs, les Java Connector Architecture. L'idée des connecteurs, c'est de fournir une technique qui permette à nos applications d'aller se connecter à tout et n'importe quoi à l'extérieur de notre serveur d'app. Tout et n'importe quoi, c'est les bases de données relationnelles, c'est des moteurs transactionnels, des choses comme ça. Alors, JCA, c'est pas quelque chose de très récent. JCA, c'est même un peu ancien. Si vous vous rappelez, ce matin, on a vu l'historique un peu. Je crois que JCA, ça date de J2EE 1.3. Donc, l'idée de cette présentation de cette partie-là, ça va être en gros de vous montrer comment on peut faire du neuf avec de l'ancien, parce qu'il y a des idées qui n'ont pas beaucoup été exploitées en JCA. Et moi, l'intérêt que je pouvais y voir, c'était de brancher en gros mon application JavaE, c'est-à-dire une application dans laquelle je continue de respecter le modèle de développement JavaE, et de brancher cette application sur un broker MQTT. Alors je reparlerai un peu plus tard de MQTT, je vous expliquerai 2-3 trucs sur ce protocole, mais pour faire rapide, c'est un système de messaging façon JMS, mais orienté sur les objets connectés, sur l'IoT. Alors, JCA, il y a deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement sur des connexions sortantes et un mode de fonctionnement sur des connexions entrantes. Alors, les connexions sortantes, c'est mon application qui va établir une connexion avec une ressource externe et qui va lui demander des choses. C'est mon application qui a la main sur toutes les interactions. C'est en gros du mode requête-réponse. Typiquement, la ressource qui va répondre à ce genre de sollicitation, ça va être la base de données relationnelle. J'avais cité aussi le moteur transactionnel tout à l'heure, ou les ERP. Ça, c'est les ressources que JCA s'est adressé de façon classique. Je pense que tout le monde a déjà vu une data source. Une data source, c'est le connecteur le plus répandu, le plus classique dans les applications JavaE. Comment on utilise une data source? Alors, une data source, on va l'injecter dans nos bins, non pas avec la notation @inject qu'on a vu tout à l'heure, mais avec la notation @resource. Le @resource, c'est une annotation qui dit qu'on peut injecter une ressource fournie par le serveur d'application. Donc là, on va injecter une data source, et ensuite, cette data source, on va l'utiliser dans notre code en lui demandant des connexions et en utilisant cette connexion ensuite. Donc ça, c'est un grand classique. Éventuellement, la data source, on aurait aussi pu, plutôt que de l'injecter, aller la récupérer dans le registre JNDI. C'est des composants qui sont dans JNDI. L'intérêt d'utiliser une data source, tout le monde la connaît, par rapport à des connexions gérées à la main, c'est de pouvoir utiliser des services de pooling, des services de transaction, des services de sécurité. Tout ça, c'est fourni à l'application sans qu'elle ait à s'en préoccuper. C'est géré en gros dans le connecteur JCA. Donc moi, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser tous ces services, de pouvoir profiter de tous ces services dans mes applications, en non pas utilisant des data sources, mais des fabriques de connexion, parce que finalement une data source, c'est une fabrique de connexion JDBC. Ben là, je vais utiliser une fabrique de connexion MQTT. Je vais vouloir utiliser le même modèle de développement, c'est-à-dire ma connexion factory. Je vais demander à ce qu'elle soit injectée dans mon bin pour pouvoir l'utiliser dans le code et lui demander des connexions MQTT. Donc ça, c'est le mode de fonctionnement sortant. À l'opposé, on a un mode de fonctionnement entrant. Le mode de fonctionnement entrant, c'est toujours mon application qui va être, ou plutôt le serveur d'application, le connecteur qui va être à l'origine, qui va être à l'établissement de la connexion au départ. Par contre, ensuite, les interactions viennent de l'extérieur. C'est la ressource externe qui vient solliciter mon application. Et le composant qui est sollicité par ce type d'interaction, c'est le message driven bin. Qui a déjà fait un message driven bin? Ah, il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal. Classiquement, les messages driven bin qu'on fait, ils sont à l'écoute d'interactions JMS. T'as oublié de demander qui regrette.
Ah, qui regrette d'avoir fait des MDB? Tu vois, t'es mauvaise langue, il n'y a personne. Ou du moins, personne n'ose le dire. Donc le MDB normal, il est à l'écoute de messages JMS. C'est-à-dire qu'il va se connecter sur une queue ou un topic JMS et il va avoir une méthode qui va être invoquée à chaque fois qu'un message arrive dans cette queue ou ce topic. Alors il y a une petite différence quand même entre ce schéma-là et ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur les ressources. Tout à l'heure, j'ai dit les ressources sont externes. Ici, c'est un peu particulier, la ressource, elle est interne. Mais on passe quand même par la mécanique de connecteur et la mécanique JCA. Donc les messages driven beans, ça va ressembler un peu à ça. J'ai une classe avec une annotation addMessage driven, pardon. Le addMessage driven indique que ça devient un bean MDB. On va avoir ensuite une implémentation d'interface. Mon bean, il doit implémenter message listener. Cette implémentation, ça va dire que mon MDB est à l'écoute de messages JMS. Message listener, c'est vraiment pour dire c'est du JMS. Et dans message listener, on a une méthode onMessage qui va être appelée, c'est la méthode de callback qui va être appelée par le connecteur chaque fois qu'il a un message à faire traiter. J'ai passé un peu sur l'activation config. L'activation config, c'est tous les paramètres que mon MDB veut transmettre au connecteur. Typiquement, là, il va dire, le connecteur, je veux que tu te mettes à l'écoute d'une queue et que cette queue est le nom SWT/question. Donc ça, c'est le MDB classique. On peut aussi mettre en place des MDB qui soient à l'écoute de queue ou de topic externe au serveur d'application, sur un broker qui n'est pas celui intégré au serveur d'application. Ça va être un peu plus... on a le même modèle à peu près de développement, du message driven. On implémente toujours les messages listeners et on rajoute quelques paramètres spécifiques pour aller se connecter à l'extérieur. Par exemple, là, j'ai un activation config qui est le JNDI parameters. C'est les paramètres pour aller se connecter au registre JNDI distant. Et puis j'ai besoin aussi de lui dire que ce MDB-là doit utiliser un connecteur qui n'est pas le connecteur JMS standard, parce que le connecteur standard se met à l'écoute en local, mais d'utiliser un connecteur qui est capable de se mettre à l'écoute à distance. Donc là, j'ai utilisé la notation atResourceAdapter. Alors ça, c'est un peu le point faible dans cet exemple. Cette annotation-là, elle est spécifique JBoss. Donc cet exemple, par exemple, il ne marcherait pas dans Tommy ou Glassfish. Il faudrait utiliser une configuration spécifique pour dire ce MDB-là est à l'écoute, se connecte sur tel connecteur. Donc là, on a du JMS, mais on peut se connecter sur d'autres choses. En fait, un MDB, dans la définition même du MDB, c'est pas un composant qui est à l'écoute sur du JMS, c'est un composant qui est à l'écoute sur un connecteur inbound. Et du coup, si on peut faire n'importe quoi comme connecteur, on peut faire nos propres connecteurs qui vont se mettre à l'écoute sur ce qu'on a envie d'écouter, et on peut faire un MDB ensuite qui fonctionne comme ça. Par exemple, on peut se mettre à l'écoute sur du telnet. Mon application, ou plutôt mon connecteur, va ouvrir un port telnet, et ensuite, avec une console, je vais pouvoir m'y connecter et envoyer des commandes telnet à mon MDB. Ah oui, dis donc, j'ai déjà vu cet exemple, c'est David Blevins qui a présenté ce genre de choses, non? Ouais, David Blevins, c'est lui c'est le lead sur Tommy. Et c'est lui en gros qui pousse fort pour que les MDB pour qu'on comprenne que les MDB ne sont pas spécifiques JMS, mais peuvent écouter surtout et n'importe quoi. Ouais, il a une démo qui marche bien. On va la jouer puisque j'ai plein de temps. Ça c'est sournois, ça. Ah, c'est ma spécialité, la sournoiserie. Ok. Là, je vais aller voir un bout de code. Pendant qu'Alexis prépare sa démo, je voulais juste préciser, on a vu tout à l'heure qu'il a injecté des ressources avec la notation atResource.
Une pratique, bonne pratique, je ne sais pas, quand on a CDI sous la main, c'est de faire l'injection de la ressource et après la réexposition sous forme de bin CDI avec un add produce. Donc il suffit d'ajouter add produce après le add resource sur le champ pour pouvoir après permettre, par exemple, d'injecter la data source avec un add inject dans les autres bins. Ok. Bon. Alors, mon exemple ici, c'est un MDB. Un MDB qui, donc, message driven, qui n'est pas du JMS, donc il ne va pas implémenter le message listener du JMS, mais ce telnet listener. Ça veut dire qu'il va être à l'écoute sur le connecteur telnet qu'on devra lui fournir. Et telnet listener, il a quelques méthodes. Alors c'est un peu différent aussi du message listener. Message listener, il a une méthode. Le telnet listener, il en a plusieurs. Chaque méthode sert à implémenter le traitement pour répondre à une commande. Une commande telnet égale une méthode dans mon listener. Donc le listener qu'il a utilisé, il a un certain nombre de commandes. Donc do quelque chose à chaque fois, le quelque chose c'est la commande. Donc do date, il va renvoyer la date. Do joke, il fait une blague. Do list, do set, do get, do add. Tout ça c'est des opérations qu'on implémente dans notre MDB. Donc là par exemple, pour la date, il utilise un date format et un new date, ainsi de suite. Pour faire fonctionner ça, pour tester ça, on va utiliser la même mécanique que celle que Antoine a utilisée tout à l'heure. C'est Arquillian. Donc Arquillian, en fait, lui, il va être là pour lancer Tommy et y déployer ce fichier rare. Le fichier rare, c'est lui qui va contenir, qui va avoir le connecteur. Il va y déployer ce fichier jar. Le fichier jar en question, c'est lui qui va contenir le MDB. Et en fait, le rar, le jar, tout ça, il va l'emballer dans une archive plus grosse qui est le har. Et alors, il n'y a pas de test, par contre, ici, il se met juste en slip. C'est-à-dire que ce truc-là, il sert juste à lancer Tommy et à déployer le connecteur et le MDB. Ok, donc là, ça a démarré. Donc ici, Tommy est lancé et il se met à l'écoute, j'ai le log là en dessous, sur le port 2020. Donc je vais pouvoir ouvrir une commande telnet. Telnet localhost sur le port 2020. Et donc là, le prompt que j'ai ici, c'est celui de mon connecteur. D'ailleurs, je reviens un peu sur le code. Sur le code, dans mon MDB, le paramètre qu'on a passé au connecteur, c'est le paramètre prompt, en lui disant pronto. Le pronto, c'est le prompt qu'on retrouve ici. Donc les opérations qu'on peut faire, j'avais dit il y a date. Voilà, il donne la date et l'heure. C'est assez fort. Il y avait une opération add qui sait faire une addition. Donc on va pouvoir lui demander d'additionner deux nombres. Il sait calculer. On avait le set. Ouais. C'était le set, je me plante à chaque fois. Le set pour dire, par exemple, je vais entrer une clé, une valeur. Par exemple, je vais dire que pas Dovox, mais Devox. La conférence Devox FR, elle est à Paris. Qu'est-ce que tu connais d'autre comme conférence? Mixit. Ah, il y a Mixit. C'est où Mixit? Je sais plus trop. Tu sais plus? C'est à Lyon. Et ensuite, on peut appeler la commande list qui va me restituer l'ensemble des propriétés que j'ai enregistrées. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, si je refais un list, il me restitue la liste que j'avais déjà rentrée. C'est-à-dire qu'ici, mon MDB, il est un peu différent de ce qu'on voit habituellement. C'est un MDB qui est stateful. Et il recevra toutes les opérations qui sont faites en parallèle seront stockées dans la même instance.
L'intérêt ici, voilà, j'ai du Telnet, c'est un truc complètement bateau, complètement étranger à Java EE, et je peux l'intégrer facilement dans mon application Java EE grâce à ce connecteur. Juste, on va l'enrichir un petit peu, on va lui rajouter une opération. Donc je vais rajouter une commande hello qui va envoyer une chaîne de caractères. Et du coup, il va falloir que je l'implémente dans mon MDB. Et je vais juste renvoyer un... Alors, il n'y a pas de rechargement à chaud ici, donc il faut que je redémarre mon Tommy. Heureusement que c'est pas très long. Je me reconnecte et je lui demande la commande hello. Il me renvoie effectivement le texte que je lui ai suggéré tout à l'heure. L'essentiel du travail ici, il est fait dans mon connecteur. Le MDB, finalement, il n'implémente que les parties fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il reçoit des commandes et il y réagit. Donc si on peut utiliser ça en JMS, si on peut utiliser ça en Telnet, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'utiliser pour le protocole qui m'intéressait tout à l'heure, qui était MQTT. Et c'est ce qu'on va regarder. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire des MDB qui ressemblent à ça, c'est-à-dire que là, on ne voit pas tellement la différence par rapport au MDB JMS. La seule différence, c'est que il implémente MQTT Listener et non pas Message Listener. C'est-à-dire que c'est là où j'indique que c'est un MDB MQTT. S'il y a une petite différence en plus, c'est que on ne voit pas les imports, mais la classe Message, c'est pas le Message JMS, c'est une classe Message qui vient de mon connecteur MQTT. Alors on va plonger un peu plus en profondeur pour voir comment ça fonctionne. Et avant de vous montrer comment on fait le connecteur, je vais vous dire deux mots sur MQTT et le mode de fonctionnement. MQTT, donc comme je vous disais, c'est un protocole de messaging. C'est un peu comme les topics JMS. Il n'y a pas de l'équivalent des queues, il n'y a que l'équivalent des topics, c'est-à-dire c'est de l'abonnement publication. Il y a des clients qui viennent s'abonner à un ou plusieurs topics, et à chaque fois qu'un message va arriver, va être publié dans le topic auquel il est abonné, il le recevra. Alors c'est un protocole qui n'est pas tout jeune, il a 15 ans, il avait été créé par IBM et Arcom, donc créé par des sociétés un peu dans leur coin, mais poussé pour que la spécification était ouverte et il y avait plusieurs implémentations qui ont pu être créées. Et depuis l'an dernier, enfin le travail est en cours, ça a été proposé à Oasis pour en faire un vrai standard, pour que ça devienne un vrai standard ouvert. La première spécification chez Oasis est en draft, donc elle va sortir bientôt en vraie version. Donc c'est déjà pas mal utilisé en fait. C'est utilisé par exemple pour des grosses infrastructures. Par exemple, c'est utilisé pour du monitoring, de la supervision de pipeline. C'est utilisé pour du pilotage de signalétique ferroviaire. C'est utilisé aussi pour des infrastructures plus légères. Par exemple, il y a une société qui l'utilise pour le monitoring, la supervision de pacemakers. Plus récemment, Facebook a commencé à l'utiliser aussi. Facebook utilisait le protocole MQTT dans son application Messenger. L'idée de tout ça, c'est toujours un peu la même chose. MQTT, il est prévu pour les objets connectés, l'Internet of Things. Donc il répond un peu aux contraintes des objets connectés. C'est de l'embarquer, ça veut dire peu de CPU, ça veut dire peu de mémoire, ça veut dire qu'il va falloir économiser de l'énergie. Donc le protocole, il est vraiment axé sur ces choses-là. Côté réseau aussi, souvent peu de bandes passantes. Par exemple, le pipeline, il y a un certain nombre de bornes sur le pipeline qui communiquent directement par satellite. On peut avoir aussi des réseaux de faible qualité. Le réseau, on n'a pas forcément la main dessus, donc il faut pouvoir gérer ça. Par exemple, sur l'aspect qualité,
la qualité de communication, la qualité du service de communication est gérée directement au niveau du protocole lui-même. On a 3 niveaux de qualité. Niveau 0, c'est de dire j'envoie mon message, je ne me préoccupe pas de savoir s'il arrive ou s'il n'arrive pas. Le niveau 1, c'est j'envoie le message, je veux qu'il arrive, mais éventuellement il arrivera peut-être en plusieurs exemplaires. Et le niveau 2, c'est celui qu'on a l'habitude de voir en JMS, c'est j'envoie un message et je veux être sûr qu'il arrivera et qu'il n'arrivera qu'une seule fois. Donc ça, c'est géré au niveau du protocole lui-même pour pouvoir supporter des mauvais réseaux. Si je comprends bien, ce n'est pas un protocole qui nécessite d'avoir TCP/IP pour fonctionner. Non, il peut fonctionner sur d'autres protocoles. Par exemple, dans le monde des objets connectés, il y a un protocole qui s'appelle Zigbee, qui est un protocole sans fil entre objets. Il y a une variante de MQTT qui s'appelle MQTT SN pour Sensor on Network, qui supporte ce protocole-là. Il peut fonctionner sur de l'UDP aussi. D'accord. Moi, en Java, si je veux me rentrer un peu dans cet écosystème, je vais utiliser un client MQTT. Ici, j'ai utilisé celui de FuseSource. J'aurais pu aussi utiliser celui qui est fait dans la fondation Eclipse, dans le projet Eclipse PAO. Donc ici, j'ai un exemple où j'ai un bout d'application Java qui va instancier le client MQTT, c'est les premières lignes. Ensuite, qui va configurer un certain nombre de callbacks. Ici, le callback onPublish, c'est la méthode qui va être appelée chaque fois que le client détecte un message dans les topics auxquels je vais m'abonner. Et la troisième étape, c'est je me connecte et une fois que je suis connecté, je m'abonne à un ou plusieurs topics. Donc ce code-là, il utilise un client. Vous voyez ici que le code est un peu touffu. Alors ça pourra peut-être s'améliorer quand le client sera compatible Java 8, parce qu'avec un peu de lambda, on pourra faire du code un peu plus sympa. Mais aujourd'hui, d'imbriquer comme ça les callbacks, ça fait du code qui est un peu chargé, je trouve. Et même pour l'envoi, on doit implémenter du callback. Pour la publication dans un topic, ici, j'ai un callback pour l'établissement de la connexion. Si la connexion est effectivement établie, alors je peux commencer à publier des choses. Donc c'est du code qui peut être un peu biscornu. Et l'idée, c'est que mes connecteurs puissent me permettre de faire du code un peu plus propre. Donc par exemple, sur la connexion sortante, moi j'aimerais bien pouvoir faire du code comme ça. C'est-à-dire que j'injecte un connexion factory qui va me fournir la connexion MQTT et que à cette connexion, je lui dis publie un message. Alors pour faire ça, il va falloir que je fasse le connecteur MQTT, que je fasse une connexion factory MQTT et que je fasse une classe aussi connection qui va en gros me cacher le client que j'utilise. Donc ça c'est la partie visible. C'est la partie visible où qui va être utilisée dans mon code. Dans le ressource adapteur, en fait, j'ai aussi une partie invisible, une partie immergée qui va rester dans le serveur d'application, on va dire, qui va pas être visible de mon code à moi. C'est la partie managed, avec un manage connection factory et un manage connection. C'est là-dedans qu'il y aura l'essentiel du code. La partie visible, elle est assez légère, mais c'est dans les manages qu'on aura l'essentiel du code. Le point de départ, le point d'ancrage, c'est le manage connection factory. C'est lui qui, finalement, le premier objet qui va être instancié par mon serveur d'application au démarrage de mon connecteur, à la prise en compte de mon connecteur. C'est lui qui, par exemple, fera le lien entre la partie Manage Connection Factory et les classes de mon API, avec la notation Add Connection Definition. Comme son nom l'indique, c'est une fabrique de Manage Connection, donc il aura une méthode pour fabriquer une Manage Connection. Il va faire un new là-dessus, rien de très compliqué. Il va aussi être là pour permettre au serveur d'application de gérer un pool de connexions.
Alors, c'est pas directement dans cette classe-là que je vais gérer le pool, mais ici, je vais permettre au serveur d'application je vais dire au serveur d'application si dans le set de connexion qu'il me fournit, qu'il a déjà instancié, il y a la connexion qui correspond au contexte courant. C'est cette classe-là aussi qui joue le rôle de support pour la configuration. Je vais configurer ma Connection Factory. Ce sera certainement une configuration qui sera au niveau du conteneur, du serveur d'application. Et le serveur d'application va charger les infos que je lui donnerai pour les mettre dans le Manage Connection Factory sous forme de setter. Par exemple ici, j'ai le serveur URL, c'est donc l'adresse à laquelle je vais pouvoir me connecter au broker MQTT. J'ai une qualité de service par défaut, c'est-à-dire que si je ne surcharge pas ça dans d'autres configurations, dans mon MDB, j'utiliserai cette qualité de service. Et j'ai mis aussi un topic par défaut. Ça, c'est des choix que j'ai faits, c'est ma façon de voir le connecteur. Ensuite, mon Manage Connection Factory, il a aussi un rôle de fabrique de Connection Factory. Ouais, là, ça commence à donner le tournis, là. Factory de factory. Ouais, c'est une factory de factory. Bon. Ouais, j'ai pas le choix. En fait, c'est le modèle de développement JCA qui m'impose ça. Donc, je le suis. Je fais un new de ma Connection Factory. J'ai pas le choix. Ils n'ont pas oublié de le moderniser, ce modèle? Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Peut-être que là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. On va essayer de faire du neuf avec de l'ancien. Et effectivement, ils ont rajouté 2-3 annotations, mais on voit bien que la structure de code, elle est un peu vieillotte. Bon, peu importe. Peu importe. J'ai pas le choix. Pour finir sur le code de mon connecteur, la Connection Factory en elle-même, c'est donc c'est une fabrique de connexion. C'est à cet objet-là que je vais demander getConnection dans mon code. Et en fait, le getConnection, il ne va pas créer la connexion. En fait, il va demander au Connection Manager, qui est un objet du serveur d'application, fournis-moi une connexion. La connexion fournie étant gérée par la partie managed. Le Connection Manager, ici, c'est lui qui fait un peu l'interface entre le monde de notre API et le monde managed. Donc au final, la structure de classe d'un connecteur sortant, c'est cette API, la partie managed, avec le Connection Manager qui est dans le serveur d'application qui fait un peu le pivot entre les deux. Et puis ensuite le Managed Connection, alors je n'ai pas trop montré de code là-dessus, je vais faire comme Antoine, hein, je vais vous inviter à aller regarder dans le repo GitHub pour les détails. Mais lui-même, il va gérer la connexion physique sur mon broker MQTT et qui va gérer des aspects de transaction, c'est le XR Resource ou le Local Transaction là-bas, et puis quelques autres aspects périphériques. Donc ça, c'est le modèle de classe en fait d'un connecteur sortant. Ça te plaît ? Ouais, ça me plaît bien, ouais. Ouais. Enfin, il faut garder à l'esprit que JCA, comme tu l'as dit au départ, c'est pour se connecter à SAP d'un côté et connecter à un terminal 3270 de l'autre, c'est ça? Ouais, enfin bon, mais, ouais. Mais bon, en même temps, on va pas faire du monitoring de pipeline avec HTTP. Voilà. Ouais, bon. Enfin bon, il y a peut-être, on en reparlera de ce modèle. Moi, il me plaît pas complètement. Hein. Je pense qu'on peut l'améliorer, oui. On va peut-être faire un sondage. Qui aimerait bien faire développer un truc comme ça? Ah, il y a une main qui se lève. Bon, on va voir comment ça marche sur l'entrant. Je vous rappelle que la connexion entrante, le but, c'est de pouvoir faire des MDB qui se mettent à l'écoute sur du MQTT. Et le modèle de l'entrant, il y a aussi ces deux parties API implémentation. L'API, c'est listener. Mon MDB va devoir implémenter cette interface et c'est l'objet message qui va être passé en paramètre de ma méthode de callback. Sur la partie interne au connecteur, je vais surtout avoir une classe qui est le resource adapteur. C'est lui qui va avoir vraiment l'essentiel du code. Et il y a une classe un peu périphérique à tout ça qui est l'activation spec. L'activation spec, en gros, c'est l'objet qui va
transporter les infos de configuration du MDB vers le connecteur lui-même. Donc on a un modèle qui est un peu plus léger, un peu plus simple quand même en termes de structure. Donc dans ma partie API, je vais faire mon listener. Très simple, juste une méthode onMessage. Et le message lui-même, en gros, il représente ce que pourrait être un message MQTT. En gros, j'ai juste mis le contenu qui est un contenu binaire. Donc une partie API qui est assez simple. L'essentiel du code, il est vraiment dans cette partie ressource adapteur. Donc on va regarder un peu plus en détail comment fonctionne un ressource adapteur. Alors déjà, moi j'étais un peu jaloux du cycle de vie de ce que dans la partie d'Antoine. Donc moi j'ai un cycle de vie. Mon ressource adapteur, il est soit arrêté, soit démarré. Là, c'est plus simple quand même. Hein. Ah ouais, ça, là, il est plus simple. Non, j'exagère un peu. C'est une petite caricature parce que ça, c'est son cycle de vie intrinsèque. Mais ensuite, à chaque fois qu'un MDB est déployé et vient s'attacher au connecteur, vient s'abonner finalement au message sur le connecteur, il y a aussi un petit cycle de vie interne, c'est-à-dire que quand on déploie le MDB, il est activé. Et quand on retire un MDB, il est désactivé. Donc pour chaque MDB, en fait, j'ai ce petit cycle de vie interne aussi. Et comme d'hab sur ces cycles de vie, j'ai une méthode pour chacune des transitions, pour chacun des changements d'état. Donc une méthode start pour le démarrage, une méthode stop, et pareil pour l'activation, une méthode d'activation, une méthode de désactivation. Donc un ressource adapteur, en gros, il a 4 méthodes publiques. C'est vraiment dans cette partie activation qu'on va avoir l'essentiel du code. C'est lui qui va se connecter, qui va utiliser le client MQTT, qui va se connecter et qui va mettre en place toute la mécanique. Donc c'est là-dedans qu'on va avoir vraiment le code de mon connecteur. Et par exemple, c'est là-dedans qu'on va gérer des pools. Ceux qui ont fait des MDB JMS, vous devez savoir que un MDB, il y a un certain nombre, on peut configurer le nombre d'instances du MDB qui vont être dans le pool et qui vont être capables de traiter l'arrivée des messages de façon parallèle. Je peux lui dire, par exemple, je veux 10 instances du MDB pour traiter 10 messages en parallèle. Ça, on peut le faire aussi avec notre MDB MQTT. Par contre, il faut que je l'implémente dans mon connecteur. Dans mon connecteur, il faut que je mette en place une gestion de pool de MDB. Faut que je mette en place ça pour que je puisse dire au niveau, pour chaque MDB, moi je veux un pool de 10, de 20, de 50, pour qu'il y ait 50 instances qui traitent les messages en parallèle. Et il n'y a rien de magique en fait là-dedans, c'est dans mon endpoint activation où je vais gérer un pool un peu à la main. Là je l'ai géré sous la forme d'une simple blocking queue. Et je vais créer un certain nombre d'instances de mon MDB en utilisant le paramètre qui m'est passé, qui est le message endpoint factory. Cet objet, c'est une fabrique de MDB, une fabrique d'instances du MDB. Donc là, j'ai un pool d'instances. Alors ça, un pool d'instances, ça ne va pas servir à grand-chose. Il faut que derrière aussi, je puisse gérer des threads pour que chaque instance puisse traiter son message ou ses messages dans son propre thread. Alors pour les threads, dans la spécification de JCA, il y a une mécanique pour nous éviter de créer nos propres threads. Antoine le disait, c'est pas très conseillé dans un serveur d'application de créer son propre thread parce qu'il va être un peu tout seul dans son coin, alors que dans un serveur d'app, il y a pas mal d'infos qui sont rattachées au thread. Il y a toutes les infos du contexte d'exécution, donc il ne faudrait pas qu'on parte dans nos threads à nous pour ces raisons-là. Et du coup, ils nous fournissent un work manager. Le work manager, c'est un objet qui me permet de démarrer un thread, ou plutôt de demander au conteneur de démarrer un thread pour moi et d'exécuter des choses. Là, ce sera dans ma méthode run. Donc, on va regarder un peu de code qui fait ça, une petite démo. Moi, je vais exécuter ça. Je vais faire une démo qui fonctionne dans Tommy. Alors Tommy, je l'aime bien pour ces trucs-là, parce que Tommy, il embarque son propre broker MQTT. En fait,
Le broker JMS qui est embarqué dans Tomy, c'est ActiveMQ, et ActiveMQ est compatible avec MQTT. Donc je vais démarrer un Tomy, je vais lui déployer mon MDB sous forme une archive web, dans un WAR, et je vais lui déployer aussi mon connecteur dans une archive RAR. Alors on va regarder un peu ça. Je suis pas dans le bon. Alors, ici, j'ai donc mon MDB. Mon MDB, c'est donc cette classe-là, my MQTT-bin. C'est un MDB parce qu'il est annoté en @message-driven. On passe des paramètres qui sont des paramètres spécifiques MQTT, que mon connecteur saura prendre en charge. Donc là, j'ai un paramètre qui est le nom du topic sur lequel mon bin va s'abonner. Mon bin implémente l'interface MQTT Message Listener, qui est le listener de mon connecteur. On le voit ici, il y a juste une méthode onMessage, et c'est bien le message au sens MQTT qui va être reçu. Et ensuite, dans l'implémentation, j'ai ma méthode onMessage. Alors j'ai fait un truc tout simple, hein. J'ai juste mis un print dans la sortie standard. À chaque fois que je reçois un message, donc je fais un print dans la sortie standard pour dire j'ai reçu un message. J'ai rajouté un truc derrière, c'est cette méthode answer. C'est la méthode qu'elle a en dessous. La méthode answer, elle utilise la partie outbound de mon connecteur. J'ai injecté un connection factory ici, qui a une connexion sortante sur mon broker MQTT. Et donc, à chaque fois que je vais recevoir un message, je vais envoyer une réponse dans un autre topic. Ça va être un message de réponse. Alors, pour exécuter ça, j'ai utilisé... On va lancer. Alors je vais relancer un build parce que j'étais pas sur la bonne branche avant, et je vais lancer Tomy. Et Tomy, je l'ai configuré dans mon Maven pour que, au moment où il se lance, on lui déploie. Ah, j'ai déjà quelque chose qui. T'as un autre serveur qui tourne. Ouais, j'ai un autre serveur qui tourne. Oula, j'ai plein de choses. Qu'est-ce que j'ai là? C'est pas dans TLG. Pardon? C'est pas dans la TLG, t'as pas ton slip qui continue à... Ah, ouais, exact. Il y avait un slip d'1 heure, ouais. C'était où? C'était celui-là. Ouais, lui, il était démarré. Je vais vérifier aussi que... Allez, je vais réessayer de lancer mon Tomy. Donc Tomy, je l'ai configuré dans mon Maven pour qu'il déploie bien le RAR et le WAR, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Ok, là Tomy a l'air de démarrer. Et donc, je l'ai configuré aussi pour qu'il se mette à l'écoute sur MQTT. Bon, l'étape suivante, ça va être d'envoyer des messages dans mon broker. Il me faut donc un client MQTT. Ici, je vais utiliser un truc dans mon browser. Ça. Alors, je vais utiliser ça. C'est une application web que j'ai embarquée aussi dans mon exemple, qui envoie des messages MQTT. C'est un client JavaScript pour MQTT. Alors, il ne se connecte pas directement en MQTT, il se connecte en WebSocket. Alors, ça va fonctionner parce que ActiveMQ est compatible WebSocket. Donc, ActiveMQ va recevoir une requête WebSocket sur le port 8000 et ensuite va faire un update de la requête pour que le reste du dialogue ensuite se passe vraiment sur le protocole MQTT.
Donc là, je me suis connecté. Je vais envoyer un message dans le topic queue. Bon, on voit pas grand-chose ici. Je vais retourner là. J'ai envoyé 2 messages. Ah oui, donc là apparemment j'ai un autre MDB qui est à l'écoute aussi. Il y a le MyMQTT-Bin qui est à l'écoute. C'est celui que je vous ai montré. J'en ai un autre qui est déployé dans le mémoire. Et donc à chaque fois que j'envoie un message, ça me fait le log. Je vous avais montré aussi que derrière, il envoie une réponse dans un autre topic via le Connection Factory. Il faudrait qu'ici, j'aille m'abonner à l'autre topic qui s'appelle Answer. Donc là, je m'y abonne. Et normalement, maintenant, quand j'envoie des messages. Et à chaque fois, j'ai 2 réponses, puisque visiblement, j'avais deux trucs qui étaient connectés. Oula. Donc tout ça avec une application qui ressemble beaucoup à un MDB JMS, mais qui va être juste compatible avec du MQTT. Le code est un peu plus simple quand même que ce qu'on avait tout à l'heure, non? Que ce qu'on avait dans mon client. Non, tu trouves pas? Oui. Ouais. Il te plaît le code là maintenant? Je pense qu'on peut encore faire un effort, mais Ouais. c'est déjà beaucoup mieux, oui. Ça qu'est-ce qui te plaît pas là-dedans? Non, ça c'est mon Work Manager. Parce que là, Non, je l'ai plus sous la main. Qu'est-ce qui te plaisait pas? Oui, il est ici. Qu'est-ce qui te plaisait pas dans ce MDB? Il y a des choses qui vous plaisent pas, vous? Des choses qui sont moches? Non, ça vous plaît? C'est le bonheur? les activations config property peut-être? Ouais, mais toi tu chipotes parce que toi t'aimes bien ce qui est typé. Oui, c'est j'aime ça? bien fortement typé. Ouais. Ouais. Quand c'est fortement typé, et là effectivement découpe les valeurs, t'aimes pas ça. Non, pas trop, c'est pas trop mon truc, mais bon. Bon. Ouais, c'est vrai que cette façon de faire, elle est un peu vieillotte et va à l'encontre de l'utilisation moderne, on va dire, des annotations. Moi, je verrais bien plutôt une annotation @topicName avec la valeur du topic derrière. @poolSize ou @pool avec la valeur. Mais il y a débat sur ces questions, je crois. Hein. Moi, je sais pas s'il y a débat, mais effectivement, en plus là, c'est verbeux ça. Moi, dès qu'il y a tant de mots juste pour dire que je veux un pool de 10, ça me plaît pas trop non plus. Bon, alors je vais pas pouvoir répondre à ce besoin dans Tommy, mais enfin, quoique si je pourrais, mais pas de façon élégante, pas comme ça me plaît. Mais en gros, l'idée, ouais, ce serait ça, plutôt que de mettre le nom du topic dans la notation message driven, c'est d'avoir une annotation comme ça. Et ça, je peux le faire maintenant. Je peux le faire de façon standard dans Java EE7. Dans Tommy, on pouvait aussi, mais en utilisant une API un peu propriétaire de Tommy. Maintenant, on peut le faire dans Java EE7. Donc quand il y aura une version Java E7 de Tommy, ce sera parfait, quoi. Voilà, on attend juste la version de Tommy. Qu'est-ce qu'ils font? Là, si on veut le faire comme ça, faudrait utiliser un truc compatible EE7, donc Glassfish ou Wildfly. Et par contre, lui, il n'a pas de broker MQTT embarqué. Donc il faudrait que j'en démarre un à côté. Alors le grand classique en broker MQTT, ça va être Mosquito. Le problème, c'est que Mosquito, il n'est pas compatible au WebSocket, donc il faudrait que j'utilise un autre client. Par exemple, le client en ligne de commande de Mosquito. Et puis après, dans mon Wi-Fi, je vais déployer mon connecteur, je vais déployer mon MDB, et ça devrait fonctionner. Donc on va regarder ça en vitesse. Donc je vais repasser sur ma branche EE7. Et là, le même MDB, il y a juste la notation message driven là-haut. Il n'y a plus tous les paramètres un peu moches qu'on pouvait avoir. Et par exemple, le topic name, je l'ai remplacé par @topic, où je précise le nom ici. Et j'ai un autre paramètre ici qui est le niveau de qualité de service. C'est bien ça. Et puis, du coup, là, j'ai libéré un autre truc, c'est que, avant,
un MDB, c'était branché strictement sur un topic. Si je voulais 2 topics, il me fallait 2 MDB. Ça marche un peu sur la tête là aussi, c'est un peu restrictif. Ici, dans ce nouveau mode de fonctionnement, chaque méthode qui est annotée add_topic va être un abonnement à un topic. Donc ici, j'ai 2 méthodes différentes qui sont abonnées. Alors ici, qui sont abonnées au même topic. On peut les faire s'abonner à des topics différents. Ce sera peut-être plus intéressant, plus significatif. Donc chaque méthode égale un topic. Donc on a quelque chose, un modèle de développement plus souple. Et finalement, on a déporté le contenu du listener, qui était la méthode onMessage, vers les annotations add_topic. Et notre listener ici, ça devient juste un marqueur. Il n'y a plus de code dedans, il n'y a plus rien du tout. Donc ça, si on veut l'exécuter... Donc du point de vue du développeur final, c'est devenu moderne. Ça s'est un peu modernisé, ouais. Par contre, le développement du connecteur JCA, on descend un peu en fond de cale, quoi. Bah surtout sur le sortant, ouais. Sur le sortant, il est quand même assez moche. L'entrant, c'est du code, c'est juste du code un peu normal. Alors, je vais lancer donc mon Wildfly. Le plugin Wildfly pour Maven, il est un peu moins pratique que celui de Tommy pour ce genre de démo. Donc là, je démarre mon Wildfly, je lui demande de déployer... Ah, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pardon? T'as pas un port de prix encore, non? Bah, je vois pas d'erreur, là. Un NPE, ici. Je vais peut-être démarrer mon Mosquito, c'est peut-être ce qui le gênait. Ouais, je voulais pas le démarrer comme ça, normalement. Je vais arrêter. Là, je le lance comme ça, en fond. Je vais essayer de relancer mon Wildfly. Forcément, il fallait qu'il y ait une démo qui ne marche pas. À l'effet démo, ouais, classique. Alors, là, il a l'air de déployer. Donc là, il a démarré Wildfly. Ce coup-ci, il a déployé mon connecteur. Il faut que j'y déploie le MDB maintenant. Là, je déploie mon MDB dans ce Wildfly qui fonctionne. Ça n'a pas l'air de planter. Donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour réagir, pour me mettre à l'écoute de mes topics. Il faudrait que je publie quelque chose dans mon topic. Donc là, j'ai un petit message tout gentil que je publie dans le topic SWT question. Et on retrouve ici, ici on a donc la sortie standard avec la réception du message. Et au passage ici, je l'avais lancé sur le topic answer. Donc ça, c'est le client en réception. Si je renvoie donc un message dans question, il est pris en compte par mon MDB, il envoie le log et il renvoie un message dans le topic answer. C'est ce qu'on a reçu ici dans le client en abonnement. Donc finalement, on arrive à un truc qui n'est pas si moche que ça au niveau du modèle de développement, c'est-à-dire la partie de mon MDB. Oui. C'est vrai que JCA, c'est un peu ingrat quand même. Ouais, il marque un peu son âge. Ok. Mais du coup, il y a CDI qui existe. Ouais. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser CDI dans JCA? Ça améliorerait mon code. Typiquement, si je pouvais faire de l'injection de bin dans mon connecteur, ça permettrait de faire du minage. Ouais. Ce serait sympa, non? Ouais, ça serait bien, ouais. Mais... Eh ben non. Bah non. Eh ben non. Malheureusement, on peut utiliser du CDI dans un connecteur, mais ça marchera pas bien. C'est juste que finalement le conteneur JCA et le conteneur CDI ont des fonctionnements complètement autonomes. Ils ne sont pas intégrés l'un dans l'autre. Donc, non, on ne peut pas, tant pis. On peut se poser la question dans l'autre sens. Bah oui. Est-ce que ce que je fournis, ce que je produis en JCA
peut être utilisé dans des bins CDI. Par exemple, mon Connection Factory, est-ce que je peux l'injecter juste de façon standard CDI avec un hat inject? Ben, si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Ben, je vais avoir des problèmes de résolution. Non? Ouais. Résolution insatisfaite au démarrage. Non, pour pouvoir arriver à faire ça, il faudra que je fasse un petit effort supplémentaire, que j'ai finalement ce que Antoine a montré déjà tout à l'heure, c'est un producteur. C'est-à-dire que j'injecte, dans mon producteur ici, j'injecte ma connexion factory à la façon JCA, c'est-à-dire avec le hat resource, et que j'utilise le hat produces pour republier le même objet, la même instance, façon CDI. Et moyennant ça, je pourrais injecter des connection factory. Par contre, les mêmes limitations que ce que tu citais tout à l'heure, pas de possibilité aujourd'hui de faire d'intercepteur et de décorrecteur sur ce connection factory. Ce qui n'est peut-être pas forcément un mal en l'occurrence. Peut-être. Ouais. Alors cette idée de faire des producteurs comme ça pour les ressources, c'est peut-être quelque chose qui va ressortir pour Java EE8. J'ai vu passer des discussions qui proposaient de faire des producteurs implicites. Alors, ça marchera uniquement quand j'aurai des bins sur lesquels j'ai pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, si j'ai un seul connection factory MQTT, ça marchera bien. Il pourra le faire parce que il pourra être injecté. Par contre, si j'ai des ambiguïtés, on a vu tout à l'heure, il y a besoin de qualifier. J'aurais besoin, par exemple, de qualifier mon bin avec une annotation que j'aurais créée moi. Et à ce niveau-là, l'implicite ne peut plus rien. Ça ne marchera pas. Et probablement que si j'ai du MQTT, j'aurai plusieurs topics, donc plusieurs connection factory. Après, on pourrait imaginer un système basé sur des qualifiers liés au nom. Je sais que c'est en discussion et on va travailler là-dessus aussi. Ok. On a ouvert des portes. Il y a des portes qui sont ouvertes là-dessus, mais il n'y a rien qui est automatique aujourd'hui. Un petit coup d'huile dans les gonds quand même. Hein. Voilà. Donc, il se marie assez mal. Mais du coup, la question que je me pose, est-ce que j'ai besoin de JCA pour ce que j'ai fait? Par exemple, moi, si j'avais à développer ça de toutes pièces, je le ferais certainement pas comme ça. Moi, si j'avais la liberté de faire mon Connection Factory comme j'en ai envie, je pense que je simplifierais un peu mon modèle. Bon, déjà, je vais laisser de côté le Connection Manager. Là, ça, c'est un truc fourni par le serveur d'app. On va pas s'encombrer avec ça. Pareil pour le ressource adapteur. Là, il y a un lien entre l'objet Connection Factory et l'objet ressource adapteur. C'est de la tuyauterie, tout ça. Ça n'a pas de valeur ajoutée. Pareil sur le listener là-bas, le metadata, tout ça, c'est des trucs, c'est de la tuyauterie. Ça m'est imposé par le modèle de développement JCA, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Déjà, on y voit un peu plus clair là. On a élagué. Moi, il y a un truc aussi là-dedans, c'est que cette dualité entre l'API, les connexions factory dans l'API et cette partie managed, je trouve que c'est du lourd pour une valeur ajoutée qui est relativement faible. Donc moi, j'aurais tendance quand même à vouloir fusionner un peu tout ça. On y voit un peu plus clair là, non? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Moi, il y a un truc encore qui me gêne là-dedans. Le XA ressource. XA ressource, c'est un objet qui est imposé en gros dans l'API JCA pour gérer des ressources distribuées, des ressources JTA. Tu as bien parlé d'un truc pour faire ça, toi, tout à l'heure. Ouais, il y a le user transaction. Ah oui. Donc moi, j'utiliserais plutôt le truc standard utilisable partout ailleurs plutôt que le truc spécifique JCA. Pareil pour les threads. Alors c'est peut-être un peu récent parce que c'est que dans Java EE7. Concurrency, ouais. Mais il y a un service de concurrency dans Java EE7. Pourquoi utiliser le Work Manager qui est un truc spécifique JCA alors qu'il y a un service un peu plus universel? Bon, donc là on arrive à des trucs un peu plus classiques Java EE. Faudrait juste que je réassemble un peu tout ça. Là, j'ai peut-être sabré un peu violemment. Hein. Qu'est-ce que tu me proposes pour assembler tout ça, Antoine? Je sais pas, un truc qui permet de faire de l'injection de dépendance. Ouais, tu voudrais faire ça, le rendre CDI? Peut-être. Mais comment je peux le rendre CDI? Parce que mes connexions factory, il faut que je prenne quand même en compte tous les paramètres, toute la configuration, tout ça. Faut qu'il y ait un truc externe quand même pour me l'instancier. Qu'est-ce que tu me proposes?
Bah vas-y. Ouais. Non, mais on a eu des producteurs de partout. Je peux faire un producteur Ouais, qui on va va faire un producteur. produire mon connexion factory ou peut-être même directement ma connexion. C'est lui qui va avoir la main sur le cycle de vie de mes objets. Je peux le faire à la main, j'ai pas besoin de toute la tuyauterie JCA pour faire ça. Et c'est lui qui va me connecter mes connexion factory à tous ces objets Java EE. Donc moi je pense que pour le sortant finalement, la valeur ajoutée de CDI, elle saute pas aux yeux. Disons que il y a trop de bruit dans JCA pour que ce soit vraiment pratique à faire et exploitable. Donc, moi, je préfère le modèle CDI pour ce genre de besoin. Par contre, dans CDI, il n'y a pas ce modèle-là. Il n'y a pas le MDB. Le MDB, je vous rappelle, ça fait de l'asynchrone. Hein. Ça reçoit des messages et ça les traite de façon asynchrone. Ça n'existe pas dans CDI. Aujourd'hui, non. Non. Sûr, ouais. Bon, on a dit que quand même le modèle de développement, là, avec la façon de passer des paramètres, c'était un peu vieillot. Donc déjà de pouvoir avoir des annotations maison dans mon MDB, ça modernise un peu le truc. Et puis moi, il y a juste encore... après, ça devient du détail, mais le fait d'avoir une classe dans laquelle je suis obligé de mettre une annotation message driven et d'implémenter une interface marqueur, j'ai l'impression que ça fait un peu double emploi. Donc si en plus on pouvait... Mais là, ça devient de la science-fiction, ça marchera pas. Mais si on pouvait remplacer ces deux trucs par juste une annotation MQTT driven, je trouve que là, on aurait une classe, un bin qui serait assez sympa. Oui, ça serait sympa, là. Là, on a un truc qui est juste normal à utiliser. Ça ressemble à n'importe quel bin CDI, ça. Oui. Et ça marcherait avec mon connecteur inbound entrant, mon connecteur entrant MQTT. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, JCA, il a une vraie valeur ajoutée. Il y a vraiment un truc sympa à utiliser dans mes applications Java EE. Oui, en fait, si je résume ce que tu viens de dire sur les difficultés d'intégration de CDI dans JCA et de JCA dans CDI, c'est probablement parce qu'on a des niveaux différents, comme tu le vois sur ce schéma final. En fait, JCA, une bonne partie de JCA va se trouver en fait à un bas niveau, au niveau du serveur, où on va définir des connecteurs qui pourront être utilisés de manière transverse dans les applications, alors qu'aujourd'hui, CDI est vraiment pensé de manière applicative. Donc on a un contexte CDI, enfin on a un bin manager et un conteneur CDI qui est défini par application, et on n'a pas d'approche CDI transverse au niveau du serveur, ni de fonctionnalités CDI qui vont nous permettre de récupérer au niveau du serveur des ressources, par exemple, pour pouvoir les réexposer de manière transverse à toutes les applications. Je pense que la problématique, en fait, elle est liée à ça, d'une part, et au fait que JCA a peut-être pas subi les évolutions qu'il aurait dû subir, notamment dans Java E7 pour évoluer dans cette direction. Ok, ouais, donc JCA, avec une petite couche de rafraîchissement, ça pourrait être pas mal, parce que effectivement, il a une valeur ajoutée par rapport à CDI, c'est qu'il est plus bas niveau dans le serveur d'app. Ok. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Il nous reste 8 minutes pour des questions. Que ce soit des questions sur JCA, sur CDI, la partie d'Antoine, ou sur Java EE en général. Attendez, je n'ai pas vu qui. Tiens, lève-toi pour qu'il te voit, parce que d'ici, on voit assez mal. Merci. Oui, par rapport le outbound, le fait d'utiliser JCA, effectivement, c'est compliqué pour implémenter son propre connection factory, etc. Ouais. Par contre, on peut profiter du pool de connexion derrière, géré par normalement géré par qui est censé être géré par le conteneur. Ouais, géré par le conteneur, ouais, tout à fait. Alors que là, si on le fait plus côté CDI, ça veut dire que c'est à nous de prendre en compte tous ces aspects-là. Oui, tout à fait. Après, est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à avoir une gestion de pool par le conteneur plutôt que fait soi-même? Faire un pool, c'est pas le bout du monde. Il y a des objets pour ça. De toute façon, même pour gérer le pool, je sais plus si tu te rappelles, il y avait la méthode match. Ouais. Que je devais développer moi-même pour dire ok, cette connexion elle correspond à mon contexte d'exécution.
Donc de toute façon, je suis obligé de fournir un certain nombre de services à mon connecteur pour qu'il puisse gérer ce pool. Mais effectivement, ouais, il faut mettre la gestion de pool quelque part. Après, je pense que c'est une question de point de vue. Là, c'est effectivement le serveur d'app qui gère les pools et qui demande de l'aide à mon connecteur. Je peux très bien envisager aussi que mon connecteur gère lui-même le pool, peut-être avec des services qui seront fournis et injectés depuis le serveur d'app. Moi, j'ai l'impression que la vision aujourd'hui, la vision actuelle, ce serait plutôt de travailler sur de l'injection. On injecte un service de pool qu'on utilise plutôt que le fonctionnement en callback tel que c'est fait dans JCA. Actuellement, c'est pas possible. C'est pas possible d'injecter actuellement un service de pool. Il n'en existe pas actuellement. Ah bah peut-être qu'il n'en existe pas actuellement, mais Ouais. c'est bien, Non, c'est bien le sujet, c'est que il y a des choses intéressantes, mais ouais, ça marque. JCA, il montre son âge quand même. Ouais, puis aujourd'hui, On n'entend pas là. aujourd'hui, on voit avec Java 7 qu'on est dans une approche de plus en plus modulaire, hein, et au lieu d'avoir des espèces d'approches monolithiques avec beaucoup de services au sein d'une même spec, on voit qu'on a des bouts spécialisés qui se dessinent. On pourrait imaginer une spec qui fait de la gestion de pool et uniquement ça, et qui soit mis à disposition pour ce genre de choses, et évidemment d'autres également. Ouais, un peu sur l'idée de la gestion de thread, service de thread. D'autres questions? D'autres questions? Il nous reste 4 minutes. Non, pas d'autres questions apparemment. Bon, bah merci Alors. alors. Oui, merci à vous. Et donc, si vous voulez aller voir le code avec les connecteurs et les exemples qu'on a montrés, c'est sur nos repos GitHub respectifs. Merci.